Le millionnaire a abandonné son ex-femme et l'a laissée vivre dans la rue. Humiliée, elle a lutté pour survivre sans rien. Mais le destin a pris un tournant incroyable. Maintenant, elle revient au volant d'une Ferrari. Les fenêtres étincelantes du siège de moteur céleste reflétaient le soleil couchant, projetant une lueur dorée sur l'avenue des Champs-Élysées. Dans son bureau au dernier étage, Alexandre Montagne ajusta sa cravate en soie italienne, admirant son reflet. À 45 ans, il avait toujours fière allure. Cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, costume de créateur mettant en valeur sa silhouette athlétique. L'empire qu'il avait bâti s'étendait devant lui, une chaîne de concessions. Automobile de luxe qui servait l'élite de la ville. « Prêt à partir, chérie ?» La voix de Victoire ronronna depuis l'embrasure de la porte. Son épouse, depuis 2 ans, se tenait là, dans une robe de créateur rouge, qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. À 32 ans, elle incarnait tout ce qu'il avait voulu dans une seconde épouse. Jeune, belle et surtout, elle comprenait l'importance de maintenir les apparences. « Je termine », répondit Alexandre, rassemblant sa mallette en cuir. Les rapports trimestriels montraient une nouvelle période record pour Moteur Céleste. Il avait parcouru un long chemin depuis l'époque où il était boursier et comptait ses sous pour déjeuner. Alors qu'il traversait le hall de marbre, leurs pas résonnant en parfaite synchronisation, Alexandre capta des bribes de conversation chuchotées des employés. Le respect dans leur voix, teintée de crainte, était une musique à ses oreilles. C'était ça le pouvoir, celui dont il avait rêvé en regardant ses parents lutter pour payer le loyer de leur appartement exigu. Dehors, leur chauffeur tenait ouverte la porte d'une Bentley bleu nuit. Victoire se glissa à l'intérieur en premier, les diamants à ses doigts captant la lumière. Alexandre fit une pause, son attention attirée par une silhouette recroquevillée sur le trottoir près de son immeuble. Quelque chose dans la posture de la femme le fit s'arrêter. Une courbe familière des épaules, peut-être. Mais non, c'était impossible. Il chassa cette étrange sensation et monta dans la voiture. « Le Ritz, Jacques », ordonna Victoire au chauffeur. « Nous rencontrons les Dupont pour dîner. » Elle se tourna vers Alexandre, ses doigts parfaitement manucurés, reposant sur son genou. « As-tu vu le dernier post sur les réseaux sociaux à propos de leur drame de divorce? Tout simplement scandaleux. » Alexandre acquiesça distraitement, son esprit encore fixé sur la femme dehors. À travers les vitres teintées, il la regarda rassembler ses maigres possessions. Pendant une fraction de seconde, son visage se tourna vers la voiture et son cœur s'arrêta. Ses yeux, il les aurait reconnus n'importe où. Mais c'était impossible. Émilie ne pouvait pas être « Chérie, tu m'écoutes ?» Le ton tranchant de Victoire interrompit ses pensées. Le scandale des Dupont pourrait affecter le partenariat de notre concession avec leur société d'investissement. « Bien sûr », répondit-il automatiquement, se forçant à se concentrer sur sa femme. La voiture s'éloigna du trottoir, laissant la femme derrière. Pourtant, Alexandre ne pouvait se débarrasser du malaise qui s'était installé dans son ventre. Ses yeux l'avaient hanté pendant des années, des yeux qu'il avait jadis regardés avec un amour pur, avant que l'ambition ne change tout. La soirée s'étirait devant eux. Un autre dîner chic, une autre série de socialisation stratégique. C'était la vie pour laquelle il avait travaillé si dur. Alors pourquoi cet aperçu d'une inconnue dans la rue lui donnait-il l'impression d'oublier quelque chose d'essentiel? À l'arrière de la Bentley entourée de luxe, Alexandre Montagne ne réalisait pas que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Le passé qu'il avait tant essayé d'enterrer était sur le point de refaire surface, apportant avec lui des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre et des vérités qu'il avait passé des années à nier. Victoire bavardait des derniers potins de la société, sa voix un flot régulier d'informations soigneusement sélectionnées. Elle était douée pour cela, recueillir des renseignements qui pourraient être exploités plus tard. C'était l'une des raisons pour lesquelles il l'avait épousée. Tout dans sa vie était maintenant calculé, mesuré en fonction de son retour sur investissement potentiel. Alors qu'ils approchèrent du Ritz, Alexandre redressa à nouveau sa cravate, chassant de son esprit les pensées de la femme dans la rue. Il avait un empire à diriger, des apparences à maintenir. Le passé était mieux laissé enterrer, ou du moins le pensait-il. Mais le destin avait d'autres plans, et les rouages du changement étaient déjà en mouvement. Émilie Moreau resserra sa fine veste autour de ses épaules, alors que la fraîcheur du soir s'installait sur la ville. Le panneau en carton à ses pieds s'était humidifié à cause de la bruine intermittente de la journée.
son message à peine lisible maintenant. Elle avait choisi cet endroit avec soin, non pas pour l'argent qu'il pourrait rapporter, mais pour la vue qu'il offrait sur l'immeuble de Moteur Céleste. Certains pourraient qualifier de masochiste le fait de regarder la vie qu'elle aurait pu avoir se dérouler devant elle. Mais Émilie n'était pas là pour se torturer. Elle recueillait des informations, attendant son heure, bien que pourquoi. Exactement. Elle n'en était pas sûre. Les voitures chères qui s'arrêtaient au bord du trottoir tout au long de la journée, les personnes bien habillées qui la regardaient à peine, tout cela servait de rappel de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Il y a 15 ans, elle était assise dans les amphithéâtres avec Alexandre, partageant des rêves autour d'un café à la bibliothèque universitaire. Ils étaient si jeunes, si amoureux, planifiant un avenir qui semblait sans limite. Émilie ferma les yeux, se souvenant de leur minuscule premier appartement, de la façon dont Alexandre ramenait des pâtisseries de la veille de la boulangerie où il travaillait à temps partiel. Il les mangeait parfois pour le dîner, riant de comment il raconterait ses jours de galère à leurs enfants une fois qu'ils auraient réussi. Une rafale de vent envoya des papiers volter sur le trottoir et Émilie ouvrit les yeux. Le soleil s'était presque couché maintenant, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange. Elle avait vu Alexandre partir plus tôt avec sa nouvelle femme. La robe rouge de la femme avait probablement coûté plus que l'ensemble du mariage. D'Émilie et Alexandre. L'ironie ne lui échappait pas. « Mademoiselle, voulez-vous un café ?» Émilie leva les yeux pour voir un agent de sécurité au visage bienveillant lui tendre un gobelet en papier. Elle le reconnut. Il travaillait à l'entrée du bâtiment. « Depuis quelques semaines. »« Merci, Thomas, » dit-elle, acceptant la boisson chaude. Il sourit, bien que ses yeux exprimaient de l'inquiétude. Le temps se refroidit. Vous ne devriez pas rester dehors trop longtemps. S'il savait la vérité, que la femme qu'il voyait comme une autre âme malheureuse dans la rue avait autrefois organisé des dîners dans un penthouse non loin d'ici. Mais Émilie avait appris que les apparences pouvaient être trompeuses. Sa situation actuelle était temporaire, un stade de chrysalide avant son émergence en quelque chose de nouveau. Alors que Thomas s'éloignait, la main d'Émilie alla instinctivement au médaillon caché sous ses couches de vêtements. À l'intérieur se trouvait une petite photo qu'elle n'avait pas regardée depuis des mois. Elle montrait un garçon avec les yeux de sa mère et le sourire de son père. Son fils Nicolas était en sécurité et bien soigné, bien que loin d'ici. Cette pensée lui donnait de la force, comme elle l'avait fait à travers d'innombrables nuits froides et jours de faim. La nausée la frappa soudainement, comme souvent quand elle pensait à Nicolas. Pas à cause de la maladie, mais de la culpabilité. Elle avait gardé la vérité pour elle, sa grossesse, son enfant, la vraie raison pour laquelle elle avait disparu au lieu de se battre contre les conditions cruelles du divorce d'Alexandre. Le secret pesait lourd, mais elle avait appris que, parfois, le silence était la meilleure protection. Une voiture noire élégante s'arrêta au bord du trottoir et l'attention d'Émilie s'aiguisa. Elle reconnut l'homme qui en sortit, Richard Hautecoeur, l'un des philanthropes et investisseurs les plus éminents de la ville. Elle avait vu sa photo dans les sections économiques des journaux qu'elle collectait pour se tenir au chaud. Ce qui attirait son intérêt n'était pas sa réputation ou sa richesse, mais la façon dont il avait observé le bâtiment de Moteur Céleste ces derniers temps, presque aussi attentivement qu'elle. Comme s'il sentait son regard, Hautecoeur se tourna légèrement, ses yeux rencontrant les siens. Au lieu du regard dédaigneux habituel qu'elle recevait des passants, il soutint son regard pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans son expression, de la reconnaissance, de la curiosité, qui fit accélérer le pouls d'Émilie. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment marquerait le début de sa transformation. Le café dans ses mains était devenu froid, mais Émilie le remarquait à peine. Elle était trop occupée à regarder Hautecoeur disparaître dans le bâtiment, son esprit travaillant rapidement. Durant tout le temps qu'elle avait passé à observer cette rue, elle avait appris que les coïncidences étaient rares dans le monde de la haute finance et des voitures de luxe. Tout était connecté, si on savait où regarder. Le Ritz scintillait de mille feux, ses lustres en cristal répandant une douce lumière dans la salle à manger, tandis qu'Alexandre Montagne feignait d'écouter les derniers conseils d'investissement de Charles Dupont. Victoire était assise à ses côtés, riant au bon moment, sa main posée de manière possessive sur son bras. Mais l'esprit d'Alexandre ne cessait de revenir à ses yeux aperçus dans la rue. « Le marché change, Montagne.
disait Charles, en faisant tourner son scotch de 20 ans d'âge. Les ventes de voitures de luxe sont en baisse. Vous devriez peut-être diversifier. Alexandre se força à se concentrer. Moteur Céleste est solide. Nos derniers rapports trimestriels sont impressionnants sur le papier, l'interrompit Charles, se penchant en avant. Mais nous savons tous les deux que les papiers peuvent cacher des choses. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit se nouer l'estomac d'Alexandre. Les doigts de Victoire s'enfoncèrent légèrement dans son bras. Elle l'avait remarqué. Aussi. Charles, vous ne suggérez sûrement pas... Je ne suggère rien, répondit Charles avec douceur. Je donne juste un conseil amical. En parlant de conseil, j'ai entendu dire que Richard Hautecoeur est de retour en ville. Un timing intéressant, vous ne trouvez pas? La main d'Alexandre se crispa sur son verre de vin. Richard Hautecoeur. Ce nom ramenait des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. L'homme avait été là au début de Moteur Céleste, l'un de leurs premiers investisseurs majeurs. Il avait aussi été là quand Alexandre avait pris certains arrangements pour assurer le succès initial de l'entreprise. Richard a toujours eu un timing impeccable, commenta Victoire, sa voix douce comme le miel mais ses yeux calculateurs. Peut-être devrions-nous l'inviter à notre gala de charité le mois prochain? Il y assiste déjà, intervint Marguerite, l'épouse de Charles. En fait, j'ai entendu dire qu'il amène une cavalière, quelqu'un de nouveau dans notre cercle, mais apparemment tout à fait remarquable. Alexandre enregistra à peine le reste de la conversation. Son esprit vagabondait 15 ans en arrière, dans un petit bureau où il était assis face à Richard Hautecoeur, signant des papiers qui allaient changer sa vie à jamais. Émilie l'attendait à la maison, préparant leur dîner d'anniversaire, inconsciente qu'il était sur le point de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Chérie ?» La voix de Victoire interrompit ses souvenirs. « Devrions-nous commander le dessert ?»« En fait, j'ai une réunion tôt demain, » répondit Alexandre, faisant signe pour l'addition. « Nous devrions rentrer. » Le trajet de retour fut tendu, chargé de non-dits. Victoire attendit qu'ils soient dans l'intimité de leur penthouse avant de parler. « Qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Tu as été distrait depuis que nous avons quitté le bureau. » Alexandre desserra sa cravate, marchant vers les fenêtres du sol au plafond. La ville scintillait en contrebas, témoignage de tout ce qu'il avait accompli. Mais ce soir, la vue n'apportait aucun réconfort. « Juste des préoccupations professionnelles », marmonna-t-il. Victoire apparut à ses côtés, son reflet dans la vitre nette et beau. « Est-ce à propos de Richard Hautecoeur? Ou peut-être... » Elle fit une pause délibérée. « À propos de cette femme que tu as vue devant le bureau ?» Alexandre se retourna brusquement. « De quoi parles-tu? »« S'il te plaît, » se moqua Victoire, « j'ai vu comment tu l'as regardée. Et je ne suis pas stupide. Alexandre, j'ai fait mes recherches. Émilie Moreau, ta première femme, celle dont tu ne parles jamais. » « Ce n'était pas elle, » répliqua Alexandre, mais l'incertitude s'insinua dans sa voix. « Vraiment ?» Victoire leva un sourcil parfaitement dessiné. « Alors pourquoi avais-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Plus important encore, pourquoi les registres financiers de notre entreprise montrent-ils des paiements irréguliers vers des comptes offshore à partir du mois exact de votre divorce ?» Alexandre sentit le sang quitter son visage. Il avait sous-estimé la curiosité de Victoire et son ingéniosité. « Tu m'as espionné? Je préfère appeler ça protéger mes intérêts, » répondit-elle froidement. « Maintenant, vas-tu me dire ce qui s'est vraiment passé il y a 15 ans? Ou devrais-je le demander moi-même à Richard Hautecoeur au gala ?» La menace dans ses paroles était claire. Alexandre se dirigea vers le bar, se versant une généreuse dose de scotch. La vie parfaite qu'il avait construite commençait à se fissurer. Et il ne pouvait pas dire si Victoire offrait de l'aider à la maintenir ou se préparait à la briser complètement. Dehors, la ville continuait sa danse sans fin de lumières et d'ombres, inconsciente du drame qui se jouait dans le penthouse au-dessus. Quelque part là-bas, Émilie était probablement encore dans ses rues, portant des secrets qui pourraient tout détruire. Et Richard Hautecoeur était de retour, comme un fantôme du passé, prêt à déchaîner le chaos dans le monde soigneusement ordonné d'Alexandre. La pluie arriva soudainement, en voyant les gens se mettre à l'abri. Émilie resta à sa place, laissant l'eau tremper ses vêtements. Après tant de mois dans la rue, un peu de pluie ne la dérangeait guère. De plus, elle était trop concentrée sur la scène qui se déroulait de l'autre côté de la rue pour bouger. Richard Hautecoeur était revenu au bâtiment de Moteur Céleste,
cette fois accompagné d'une équipe d'individus en costume portant des mallettes. À travers la façade vitrée, elle pouvait les voir être escortés vers l'ascenseur par la sécurité. Quelque chose se passait, quelque chose d'assez important pour ramener l'un des investisseurs les plus puissants de la ville jour après jour. Vous allez attraper froid en restant dehors sous la pluie. Émilie leva les yeux pour trouver Richard, Hautecoeur lui-même debout devant elle, tenant un parapluie au-dessus d'eux deux. Elle ne l'avait même pas remarqué quitter le bâtiment. De près, il était plus âgé que ses photos ne le suggéraient, avec des yeux bienveillants qui se plissaient au coin quand il souriait. « Certaines choses valent la peine d'être mouillées », répondit-elle, soutenant son regard avec assurance. Ses sourcils se levèrent légèrement à sa réponse articulée. « Et quelles pourraient être ces choses, mademoiselle ?»« Moreau », fournit-elle, observant attentivement sa réaction. « Émilie Moreau ». La reconnaissance brilla dans ses yeux, rapidement remplacée par autre chose. « Du respect, peut-être ? Je pensais bien que c'était vous, » dit-il doucement. « Je vous ai vu observer ce bâtiment pendant des semaines. La plupart des gens appelleraient ça de l'obsession. Moi, j'appelle ça de la détermination. » Et Émilie se leva lentement, ses articulations raides d'être restée assise si longtemps. Même voûtée et trempée, elle conservait une dignité qui attirait l'attention des passants. « Vous semblez avoir votre propre intérêt pour ce bâtiment. Monsieur Hautecoeur. » Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Disons simplement que je suis intéressé par la correction de certaines erreurs passées. Voudriez-vous vous joindre à moi pour un café? Il y a un café au coin de la rue où nous pourrions parler en privé. » Émilie hésita. Elle avait appris à se méfier de la gentillesse inattendue, mais quelque chose dans la manière de Hautecoeur suggérait une intention sincère. De plus, il savait qui elle était, ce qui signifiait qu'il pourrait avoir des réponses aux questions qu'elle avait eu peur de poser. Le café était chaleureux et presque vide. Hautecoeur commanda 2 cafés et une sélection de pâtisseries, puis la conduisit à un box isolé. « Mangez », l'encouragea-t-il, poussant l'assiette vers elle. « Nous avons beaucoup à discuter. » Émilie choisit un croissant, se forçant à manger lentement malgré sa faim. « Pourquoi m'avez-vous observé ?»« Droit au but. J'apprécie cela, » acquiesça Hautecoeur. « Je vous ai observé parce que je cherchais quelqu'un exactement comme vous. Quelqu'un qui comprend les 2 côtés de la médaille, la richesse et la pauvreté, le pouvoir et l'impuissance. Et que voudriez-vous d'une personne comme ça ?» Hautecoeur se pencha en avant, baissant la voix. « Je monte un dossier contre Moteur Céleste. Il y a des irrégularités dans leur pratique commerciale, des choses qui remontent à 15 ans quand l'entreprise a démarré. » La main d'Émilie trembla légèrement alors qu'elle reposait sa tasse de café. Il y a 15 ans, quand tout s'était effondré. Quel genre d'irrégularité? Le genre qui ruine des vies, répondit Hautecoeur d'un air sombre. Votre vie n'est pas la seule qu'Alexandre Montagne a détruite dans son ascension vers le sommet, mais vous pourriez être la clé pour tout exposer. Émilie se recula, l'étudiant, attentivement. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que j'en faisais partie, admit Hautecoeur. J'ai aidé Alexandre à mettre en place les systèmes frauduleux qui ont construit son empire. J'ai signé les papiers qui vous ont laissé sans rien. Et maintenant, je veux réparer cela. Cette révélation aurait dû la choquer, mais d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Émilie avait longtemps soupçonné qu'il y avait plus dans son divorce soudain que la seule ambition d'Alexandre. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» Hautecoeur sourit, un vrai sourire cette fois. La rédemption peut-être, ou peut-être juste la satisfaction de voir la justice rendue. Mais surtout, j'obtiens la chance d'aider quelqu'un d'extraordinaire à renaître de ses cendres. Je vous ai observé, Émilie. Vous n'avez pas laissé la rue vous briser. Vous avez recueilli des renseignements, restant proche, attendant votre moment. Je vous offre d'aider à faire arriver ce moment. Émilie toucha le médaillon sous sa chemise, pensant à Nicolas. Il y a des complications que vous ne connaissez pas. Vous voulez dire votre fils? Les mots calmes de Hautecoeur la figèrent. Oui, je suis au courant de lui aussi. Alexandre ne le sait pas, n'est-ce pas? L'esprit d'Émilie s'emballa. Si Hautecoeur était au courant de Nicolas, que savait-il d'autre? Plus important encore, que comptait-il faire de cette information? Détendez-vous, dit doucement Hautecoeur. Votre secret est en sécurité avec moi. Mais imaginez le visage d'Alexandre quand il apprendra qu'il a un fils adolescent. Un qui a été élevé avec toutes les valeurs qu'il a abandonnées dans sa quête de richesse. Dehors, la pluie s'était arrêtée
et le soleil perçait à travers les nuages. Émilie regarda par la fenêtre, observant la lumière créer des arcs-en-ciel dans les flaques sur la rue. Après si longtemps dans l'ombre, était-elle prête à s'avancer dans la lumière? Et si elle le faisait, qu'est-ce que cela signifierait pour Nicolas? Hautecoeur attendit patiemment qu'elle considère ses paroles. Il lui avait lancé une bouée de sauvetage, mais Émilie savait par expérience que de telles choses venaient souvent avec des coups cachés. La question était-elle prête à payer le prix pour retrouver sa dignité et peut-être, dans le processus, enseigner à Alexandre la leçon qu'il avait oubliée il y a si longtemps? Un mois plus tard, Émilie se tenait devant un miroir, en pied dans un élégant appartement surplombant le jardin des Tuileries. Le reflet la surprit. Les vêtements en lambeaux et l'apparence usée avaient disparu. À leur place, se tenait une femme transformée, portant un tailleur sur mesure, qui soulignait sa grâce naturelle. Ses cheveux, autrefois emmêlés et négligés, tombaient maintenant en douces vagues autour de ses épaules. « La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure », annonça Richard Hautecoeur en entrant dans la pièce. « Êtes-vous prête ?» Émilie lissa sa veste, un geste qui trahissait sa nervosité. « Aussi prête que je peux l'être, bien que je pense toujours que cela va trop vite. Parfois, la meilleure façon de nager est de plonger directement, » répondit Richard, lui tendant un portfolio en cuir. « De plus, vous avez passé le mois dernier à vous préparer pour cela. Vous connaissez la mission de la Fondation mieux que quiconque. La Fondation Hautecoeur pour l'innovation sociale était devenue le nouveau foyer d'Émilie. Richard ne lui avait pas seulement offert un emploi, il lui avait donné un but. La Fondation se spécialisait dans l'identification et le soutien d'entreprises sociales durables, avec un accent particulier sur l'aide aux femmes en situation de crise. Le rôle d'Émilie en tant que nouvelle directrice de l'engagement communautaire n'était pas qu'un simple titre, c'était une chance d'aider d'autres personnes qui avaient fait face à des difficultés similaires. Les membres du conseil pourraient me reconnaître, dit Émilie, passant en revue l'ordre du jour de la réunion. Certains d'entre eux évoluent dans les mêmes cercles qu'Alexandre. Les yeux de Richard pétillèrent. C'est exactement ce sur quoi nous comptons. Votre histoire, moins certains détails, bien sûr, fait partie de votre force. Vous avez vécu les 2 côtés de la fracture de la richesse. Vous comprenez ce que signifie tomber et se relever. Émilie toucha le médaillon qui pendait toujours autour de son cou, maintenant sur une nouvelle chaîne en argent. À l'intérieur, la photo de Nicolas restait son ancrage dans la réalité. Son fils était la raison pour laquelle elle avait accepté la proposition de Richard, bien que pas pour les raisons qu'il pourrait penser. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de créer un monde où des histoires comme la sienne auraient des fins différentes. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », dit Richard, son ton devenant sérieux. « L'entreprise d'Alexandre est en difficulté, de vraies difficultés. Ces paiements irréguliers que Victoire a découverts, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mes sources me disent qu'il a déplacé de l'argent entre les comptes pour cacher des pertes croissantes. » Émilie absorba soigneusement cette information. Le grand empire de Moteurs Célestes n'est pas si céleste après tout, c'est pire que ça. Il a vendu des voitures de luxe avec des documents frauduleux, gonflé les chiffres de vente et utilisé les dépôts des clients pour couvrir les coûts opérationnels. Quand tout s'effondrera, cela entraînera beaucoup d'innocents dans sa chute, termina Émilie. Les employés, les clients, leurs familles. Richard hocha gravement la tête. C'est pourquoi la prochaine initiative majeure de notre fondation est si importante. Nous allons offrir un filet de sécurité, des programmes de formation professionnelle, des conseils financiers, des prêts aux petites entreprises. Quand Moteurs Célestes tombera, nous serons là pour aider les gens à reconstruire. Émilie se dirigea vers la fenêtre, regardant le parc. Quelque part là-bas, Alexandre était probablement dans son bureau, jouant toujours au roi de son château en ruine. Se réveillait-il la nuit, inquiet du château de cartes qu'il avait construit? Pensait-il jamais aux gens dont il avait sacrifié la vie pour son ambition? Le gala est la semaine prochaine, lui rappela doucement Richard. Alexandre et Victoire y seront. Êtes-vous sûre d'être prête pour ça? Émilie se détourna de la fenêtre, son expression résolue. J'étais prête depuis le jour où il m'a jeté. Mais ce n'est plus à propos de lui maintenant. Il s'agit de faire quelque chose de significatif à partir de la douleur. Un coup à la porte les interrompit. L'assistante de Richard entra, portant une pile de documents. Les derniers rapports de l'équipe d'enquête, annonça-t-elle, et Madame Moreau, l'école de votre fils, a appelé.
Il a remporté la première place à l'exposition scientifique. Le visage d'Émilie s'illumina de fierté. Nicolas s'épanouissait dans son école privée, bien qu'il ne connaisse pas encore toute la vérité sur l'histoire de sa famille. Elle lui avait dit qu'il déménageait en ville pour son nouveau travail, et il l'avait accepté avec l'adaptabilité de la jeunesse. Bientôt, elle devrait tout lui dire, mais pour l'instant, elle se contentait de savoir qu'il était en sécurité et heureux. « Allons-nous à la réunion ?» demanda Richard, vérifiant sa montre. Émilie rassembla ses documents, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Au cours du mois passé, elle en avait appris davantage sur la finance, d'entreprise et l'entreprise sociale que pendant toutes ces années de mariage avec Alexandre. Mais plus important encore, elle avait appris que la vraie force ne venait pas de ce que l'on possédait, mais de ce que l'on choisissait de faire de ses secondes chances. Alors qu'ils descendaient en ascenseur vers la voiture qui les attendait, Émilie aperçut une dernière fois son reflet dans les parois miroirs. La femme qui la regardait n'était pas une victime ou un cas de charité. Elle était une force de changement, prête à affronter tous les défis à venir. La métamorphose était complète. Il était maintenant temps de déployer ses ailes. Alexandre Montagne était assis dans son bureau, fixant les feuilles de calcul qui semblaient se moquer de lui depuis son écran d'ordinateur. Les chiffres ne mentèrent pas, peu importe combien de fois il les déplaçait. Moteur Céleste perdait de l'argent, et la danse financière soigneuse qu'il exécutait depuis des années atteignait son final. « Monsieur Montagne ?» La voix de son assistante grésilla à travers l'interphone. « Madame Montagne est ici pour vous voir. » Avant qu'il ne puisse répondre, Victoire entra dans le bureau, élégante comme toujours dans un tailleur de créateur. Mais aujourd'hui, son expression habituellement parfaitement composée trahissait une pointe d'inquiétude. « Les Dupont retirent leur investissement », annonça-t-elle sans préambule. Alexandre sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Charles m'a assuré au dîner. » « Charles Dupont est beaucoup de choses, chérie, mais Loyal n'en fait pas partie, » l'interrompit Victoire, se perchant sur le bord de son bureau. « Ils déplacent leur argent vers la nouvelle entreprise de Haute-Cœur. Quelque chose à propos de pratiques commerciales durables et de responsabilité sociale. » Sa lèvre se courba légèrement à ces mots. « Haute-Cœur » marmonna Alexandre, desserrant sa cravate. Le nom était devenu un cauchemar récurrent ces derniers temps. « Que sais-tu d'autre ?» Les ongles parfaitement manucurés de Victoire tambourinèrent sur le bureau. « Il organise ce gala de charité la semaine prochaine. Tous ceux qui comptent y seront, y compris les Dupont. Nous devons faire une apparition, montrer à tout le monde que Moteur Céleste est plus fort que jamais. Et comment suggères-tu que nous fassions cela alors que nous pouvons à peine payer les salaires ?» s'emporta Alexandre, regrettant immédiatement son éclat quand il vit le regard calculateur dans les yeux de Victoire. « Alors c'est vrai, » dit-elle doucement, « nous ne sommes pas juste pliés, nous sommes brisés. » Alexandre se leva, se dirigeant vers le bar de son bureau. « Nous ne sommes pas brisés, c'est juste un problème temporaire de trésorerie, une fois que la nouvelle concession ouvrira. » « Arrête de me mentir, Alexandre. » La voix de Victoire était tranchante. « J'ai vu les vrais chiffres, ceux que tu gardes dans ce dossier crypté sur ton serveur privé. » Il se tourna vers elle, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. « Tu as piraté mon serveur ?»« Je protège mes intérêts, » corrigea-t-elle. « Tout comme tu l'as fait il y a 15 ans quand tu as arrangé ces documents falsifiés pour obtenir l'investissement initial pour Moteur Céleste, les mêmes documents qui t'ont permis de laisser ta première femme sans rien. » Alexandre posa soigneusement son verre, étudiant le visage de sa femme. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Victoire ?» Elle se leva, lissant sa jupe. « Je veux ce que j'ai toujours voulu, la sécurité. La question est, qu'es-tu prêt à faire pour la fournir? Parce que là, notre navire coule, et j'ai besoin de savoir si tu as un plan pour nous sauver ou si je devrais chercher un canot de sauvetage. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son assistante sonna à nouveau. « Monsieur, les auditeurs sont là pour l'examen trimestriel. » Victoire sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Un timing parfait. « Je vais te laisser, chérie. Oh, et n'oublie pas, nous devons récupérer nos tenues pour le gala. J'ai commandé quelque chose de spécial. Nous devons être à notre meilleur quand nous affronterons les loups, n'est-ce pas ?» Elle le laissa là, debout, le poids de ses décisions pesant sur lui comme une force physique. À travers les fenêtres de son bureau, il pouvait voir l'endroit où il avait aperçu Émilie un mois auparavant, mais l'espace était vide maintenant. Il avait envoyé des gens la chercher, discrètement bien sûr, mais elle avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue.
Les auditeurs entrèrent dans son bureau avec leur efficacité professionnelle, leurs tablettes et leurs yeux inquisiteurs. Alexandre redressa sa cravate et se prépara à exécuter la danse qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Celle où il transformait les mensonges en vérité par la seule force de sa volonté. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr que ses pas de danse seraient assez bons. Son téléphone vibra avec un message de Victoire. « Au fait, chérie, tu devrais peut-être vérifier le dernier buzz sur les réseaux sociaux. La Fondation Haute-Cœur vient d'annoncer sa nouvelle directrice de l'engagement communautaire. Les photos sont assez intéressantes. » Les mains d'Alexandre tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Là, souriant avec confiance à l'appareil photo, se tenait Émilie, pas la femme brisée qu'il avait aperçue dans la rue, mais une dirigeante élégante et puissante. La légende disait « Émilie Moreau rejoint la Fondation Haute-Cœur, apportant sa perspective unique sur l'innovation sociale et l'autonomisation communautaire. » Les auditeurs parlaient, posant des questions sur les écarts dans les rapports trimestriels, mais Alexandre les entendait à peine. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était l'image transformée d'Émilie et le regard entendu dans les yeux de Richard Haute-Cœur alors qu'il se tenait à côté d'elle sur la photo. Le passé ne le rattrapait pas seulement, il le dépassait, remodelant son avenir d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. La salle de bal du musée d'Orsay scintillait de milliers de petites lumières, créant une atmosphère d'élégance éthérée. Émilie se tenait en haut de l'escalier de marbre, sa robe vert émeraude captant la lumière à chaque mouvement. Richard Haute-Cœur se tenait à ses côtés, une présence rassurante dans son smoking parfaitement ajusté. « Rappelez-vous, » murmura-t-il, « ce soir n'est pas une question de confrontation, il s'agit de leur montrer qui vous êtes devenus. » Émilie acquiesça, sa main touchant brièvement le médaillon caché sous sa robe. Elle avait choisi de le porter ce soir comme un rappel de ce qui comptait vraiment. La liste des invités ressemblait à un who's who de la société parisienne, mais elle ne s'intéressait qu'à deux noms, Alexandre et Victoire Montagne. Alors qu'ils descendèrent les escaliers, les têtes se tournèrent. Émilie pouvait entendre les chuchotements se répandre dans la foule comme des ondulations dans un étang. Elle captait des fragments de conversation, n'est-ce pas? L'ex-femme d'Alexandre Montagne. Transformation remarquable. Richard la guidait à travers la foule avec une aisance pratiquée, s'arrêtant pour faire des présentations. Émilie parlait avec éloquence des initiatives de la Fondation Haute-Cœur, sa passion sincère pour le changement social évidente dans chaque mot. Elle était au milieu d'une discussion sur leur dernier projet avec un banquier éminent quand elle le sentit. Ce picotement familier à l'arrière de sa nuque qui lui disait qu'Alexandre était arrivé. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour imaginer la scène. Victoire porterait quelque chose de dramatique, bien sûr. Et Alexandre porterait son armure de costume Savile Row et de confiance soigneusement cultivée. Mais Émilie savait mieux maintenant. Elle avait vu les fissures dans sa fondation. Émilie! Sa voix venait de derrière elle, encore capable d'envoyer un frisson le long de sa colonne vertébrale. Non pas de désir, mais du poids de l'histoire partagée. Elle se retourna lentement, gracieusement. Alexandre. Son visage avait pâli, comme s'il voyait un fantôme. D'une certaine manière, c'était le cas. Victoire. Elle hocha la tête vers la jeune femme, dont le sourire parfait ne pouvait pas tout à fait cacher son malaise. Quel plaisir inattendu, réussit à dire Victoire, sa prise sur le bras d'Alexandre se resserrant visiblement. Vraiment? Émilie sourit, l'expression atteignant ses yeux. J'aurais pensé que ma nomination à la Fondation Haute-Cœur rendait ma présence ici ce soir assez évidente. Richard s'avança avec fluidité. Alexandre, Victoire, je suis si heureux que vous ayez pu venir. Émilie a été déterminante dans le développement de notre nouvelle initiative de responsabilité d'entreprise. En fait, nous aimerions discuter de partenariats potentiels avec Moteur Céleste. La mâchoire d'Alexandre se crispa presque imperceptiblement. Vraiment, comme c'est opportun. En fait, intervint Victoire, sa voix douce comme le miel, nous adorerions en entendre plus. Peut-être autour d'un dîner la semaine prochaine. Nous devrions rattraper le temps perdu correctement, Émilie. Après tout, nous sommes pratiquement de la famille. Émilie soutint le regard de Victoire avec constance. Famille? C'est un choix de mots intéressant.
Elle se tourna légèrement, incluant Alexandre dans sa réponse. La famille devrait tout savoir l'un de l'autre, n'est-ce pas? Tous les petits secrets, toutes les vérités cachées. Avant que l'un des montagnes ne puisse répondre, un jeune serveur s'approcha de leur groupe. « Madame Moreau, il y a un appel. Téléphonique pour vous à la réception. Quelque chose à propos d'un Nicolas ?» Le cœur d'Émilie fit un bond. Elle avait laissé des instructions strictes pour n'être interrompue que si cela concernait son fils. « Excusez-moi, dit-elle, se dirigeant déjà vers la sortie. Elle ne manqua pas l'éclair de confusion qui traversa le visage d'Alexandre à ce nom. Dans le couloir silencieux, Émilie prit l'appel. Nicolas allait bien. Il appelait juste pour partager son enthousiasme à propos d'un événement scolaire à venir. Elle sourit, l'écoutant bavarder sur son projet scientifique et ses amis. Quand elle revint dans la salle de bal, elle trouva Richard en pleine conversation avec les montagnes. « Ah, Émilie, sourit chaleureusement Richard. J'étais justement en train de parler à Alexandre de nos plans pour étendre les programmes d'éducation pour la jeunesse de la Fondation. Il semblait particulièrement intéressé par notre travail avec les adolescents. » Victoire observait attentivement le visage de son mari. L'expression d'Alexandre était illisible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une question qui commençait à se former. Émilie connaissait ce regard. Il commençait à assembler les pièces du puzzle. « L'éducation des jeunes est une de mes passions, » dit prudemment Émilie. « Chaque enfant mérite une chance d'atteindre son plein potentiel, ne pensez-vous pas ?» Quelles que soient ces circonstances. L'orchestre commença à jouer un nouveau morceau, la musique enflant dans la salle de bal. Les couples se dirigèrent vers la piste de danse, mais la tension dans leur petit groupe restait palpable. Émilie pouvait presque voir les rouages tourner dans l'esprit d'Alexandre, essayant de calculer les probabilités, essayant de donner un sens au timing. « Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle, je devrais faire ma tournée. Nous avons beaucoup de donateurs potentiels à qui parler ce soir. » Elle se retourna pour partir, puis fit une pause, regardant à nouveau son ex-mari. « Oh, et Alexandre, 15 ans c'est long. Les gens changent, ils grandissent, ils construisent de nouvelles. VS, parfois ils créent même de nouvelles familles. Quelque chose à méditer, n'est-ce pas ?» Elle s'éloigna, sa robe émeraude scintillant sous les lustres. Derrière elle, elle laissait une bombe à retardement dans l'esprit d'Alexandre Montagne, son compte à rebours parfaitement synchronisé, pour exploser juste au moment où son monde soigneusement construit commençait à s'effriter. Le lendemain matin du gala, Alexandre était assis dans son bureau à domicile, entouré de coupures de journaux et d'impressions de médias sociaux. Chaque article semblait mettre en vedette Émilie, sa remarquable transformation, son travail avec la Fondation Haute-Cœur, ses discours éloquents sur la responsabilité sociale. Mais c'était le nom qui résonnait dans son esprit, Nicolas. « Tu es obsédé », annonça Victoire, entrant dans la pièce dans sa robe de chambre en soie. Elle ramassa l'un des articles, le parcourant des yeux plissés. Bien que je doive admettre qu'elle a joué son jeu magnifiquement hier soir. La femme prodigue revient, plus puissante que jamais. Elle a un fils, dit doucement Alexandre, un fils adolescent. Victoire posa sa tasse de café avec un soin délibéré. « Et tu penses, quoi? Qu'il est le tien? Ne sois pas ridicule, Alexandre. Elle te l'aurait dit. Elle l'aurait utilisé comme levier pendant le divorce. » L'aurait-elle fait? Alexandre se leva, arpentant la pièce. « Tu ne la connaissais pas à l'époque. Émilie n'a jamais rien utilisé comme levier. Elle a juste disparu, accepté les conditions sans se battre. Je me suis toujours demandé pourquoi. » « Elle était faible, » répliqua Victoire. « C'est pour ça que tu l'as quittée, tu te souviens? Parce qu'elle ne pouvait pas supporter ton ambition, ta vision de l'avenir. » Alexandre s'arrêta à la fenêtre, regardant la ville. « Non, elle n'était pas faible. Je ne pouvais simplement pas voir sa force à l'époque. » Il se tourna vers sa femme. « Savais-tu qu'elle était major de notre promotion, qu'elle a refusé un poste chez Goldman Sachs pour m'aider à démarrer ma première entreprise? » De l'histoire ancienne. Victoire agita la main avec dédain. « Ce qui compte, c'est maintenant. Haute-Cœur l'utilise clairement pour t'atteindre. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? » « Nous » Alexandre leva un sourcil. « Les rapports financiers de ce matin montrent que nos principaux investisseurs se retirent. Les Dupont n'étaient que le début. Notre action chute, Victoire. Bientôt, il n'y aura plus de nous à défendre. » Le visage parfaitement composé de Victoire montra une fissure d'émotion authentique. « Tu ne peux pas être sérieux. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. »
d'autres investisseurs, des prêts d'urgence. J'ai tout essayé. Alexandre s'effondra dans son fauteuil. Les auditeurs posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. La SEC commence à enquêter sur nos pratiques. Ce n'est qu'une question de temps. Victoire resta très immobile pendant un moment, puis marcha vers le bureau de son mari. Alors nous devons agir maintenant, avant que tout ne s'effondre. Tu as dit qu'Émilie était brillante à l'université? Utilise ça. Approche-la. Fais appel à sa sympathie. Offre-lui un poste chez Moteur Céleste. Fais-le passer pour une branche d'Olivier. Et ensuite quoi? Et ensuite nous découvrons ce qu'elle sait, ce que Haute-Cœur prépare. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont choisi maintenant pour faire leur mouvement. Alexandre regarda sa femme de 2 ans, la regarda vraiment. La façade aimante avait disparu, remplacée par un froid calcul. Avait-elle toujours été ainsi, ou l'avait-il façonnée de cette manière, tout comme sa propre ambition l'avait façonnée? Son téléphone vibra, une autre alerte d'actualité. La Fondation Haute-Cœur venait d'annoncer une initiative majeure pour soutenir les employés touchés par les restructurations d'entreprises, avec un accent spécifique sur l'industrie automobile de luxe. Le timing ne pouvait pas être plus clair. « J'ai besoin de savoir, dit-il finalement. À propos de Nicolas, si j'ai un fils... » Alors quoi? La voix de Victoire était tranchante. « Tu deviendras soudainement le père de l'année? S'il te plaît, Alexandre, tu peux à peine maintenir ton entreprise à flot. Concentre-toi sur ce qui compte. » Mais c'était le problème, n'est-ce pas? Pendant 15 ans, Alexandre avait pensé savoir exactement ce qui comptait, le succès, le pouvoir, le statut. Maintenant, en regardant sa vie à travers le prisme de la transformation d'Émilie, il n'en était plus si sûr. Son ordinateur sonna avec une notification d'email. C'était de Richard Haute-Cœur. Une invitation à déjeuner, juste eux deux. L'objet disait « À propos d'Émilie et de Nicolas ». Victoire lut l'email par-dessus son épaule. « C'est un piège », déclara-t-elle. « Haute-Cœur essaie de te manipuler. Il a probablement déjà des preuves des irrégularités dans nos livres. Il attend juste le bon moment pour frapper. » Alexandre ferma lentement son ordinateur portable. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir, d'affronter ce que j'ai. Fait? Il leva les yeux vers sa femme. Resterais-tu à mes côtés si je perdais tout? Le silence qui suivit était une réponse suffisante. À l'extérieur de sa fenêtre, le soleil du matin frappait le verre et l'acier de la ville qu'il avait tant essayé de conquérir. Par là-bas, un garçon de 15 ans allait et venait dans sa journée, inconscient que son monde entier était sur le point de changer. Alexandre avait pensé que construire son empire était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Maintenant, il réalisait que le regarder s'effondrer et faire face aux conséquences de ses choix serait bien plus difficile. La salle, à manger privé du restaurant Guy Savoy, ressemblait à un confessionnal. Alexandre était assis en face de Richard Haute-Cœur, les assiettes des 2 hommes intactes. Entre eux se trouvait une enveloppe Manila que Richard avait posée sur la table dès qu'il s'était assis. « Avant que nous n'ouvrions ceci, » dit Richard, ses doigts reposant légèrement sur l'enveloppe, « je veux que vous compreniez quelque chose. Émilie ne sait pas que je vous rencontre. C'est mon initiative. » Alexandre desserra légèrement sa cravate. « Pourquoi? Après tout ce qui s'est passé entre nous, parce qu'il y a 15 ans, j'ai été complice dans la destruction d'une famille, » répondit Richard, sa voix lourde de regret. « Je vous ai aidé à mettre en place ces comptes frauduleux. J'ai fermé les yeux quand vous avez manipulé le règlement du divorce. Je me disais que ce n'était que des affaires. Et maintenant, » demanda Alexandre, regardant l'enveloppe, « maintenant, j'essaie de réparer les choses. Mais pas seulement pour Émilie, pour vous aussi. » Richard ouvrit l'enveloppe et fit glisser plusieurs documents sur la table. « Regardez. » Les mains d'Alexandre tremblèrent légèrement alors qu'il ramassait la première photographie. Elle montrait un adolescent en uniforme scolaire, acceptant ce qui semblait être un prix scientifique. La ressemblance était indéniable. Il avait la mâchoire d'Alexandre, sa carrure, mais les yeux et le sourire d'Émilie. « Son nom est Nicolas Moreau, » dit doucement Richard. « Il a 15 ans. Premier de sa classe en mathématiques et en sciences. Il joue au football. Fait du bénévolat dans un refuge local les week-ends. Il est tout ce qu'un père pourrait espérer d'un fils. » Alexandre fixa la photo, incapable de parler. D'autres images suivirent. Nicolas à différents âges, toujours souriant, toujours en train de réussir.
Des bulletins scolaires, des prix académiques, des coupures de journaux de compétition scolaire. Elle ne m'a jamais rien dit, finit par dire Alexandre, sa voix rauque d'émotion. Cela aurait-il eu de l'importance? La question de Richard trancha l'air comme une lame. L'Alexandre Montagne d'il y a 15 ans était tellement concentré sur la construction de son empire qu'il a jeté la seule personne qui l'aimait vraiment. Savoir pour Nicolas aurait-il changé quelque chose? Alexandre posa soigneusement les photos. Vous avez dit que vous vouliez réparer les choses. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Richard se pencha en arrière, l'étudiant. Moteur. Céleste est en train de couler. Nous le savons tous les deux. Les pratiques frauduleuses que vous avez utilisées pour construire l'entreprise sont sur le point d'être révélées. Quand elles le seront, les retombées seront catastrophiques. Sauf si nous gérons cela différemment. Richard sortit un autre document. Ceci est une proposition pour une restructuration contrôlée de Moteur Céleste. La Fondation Haute-Cœur interviendrait comme investisseur majeur, mais avec des conditions. Premièrement, vous démissionnez en tant que PDG. Deuxièmement, nous mettons en place un programme complet de protection des employés. Et troisièmement, il fit une pause significative. Et troisièmement, vous réglez les choses avec Émilie et Nicolas. Pas avec de l'argent, Dieu sait qu'elle n'en a plus besoin maintenant, mais avec la vérité, avec de la responsabilité. Alexandre se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. La rue en contrebas était animée par le trafic de l'heure du déjeuner, des gens se pressant dans leur vie, inconscients du drame qui se déroulait au-dessus. Victoire sait que quelque chose ne va pas. Elle a enquêté, fait des plans. Victoire a déjà fait ses plans, corrigea doucement Richard. Mes sources me disent qu'elle a rencontré des avocats spécialisés en divorce. Elle se prépare à partir avant que le navire ne coule. La nouvelle aurait dû dévaster Alexandre, mais au lieu de cela, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. Toutes ces années, dit-il, regardant toujours par la fenêtre, j'ai fui qui j'étais autrefois, le boursier qui n'était pas assez bon, qui devait faire ses preuves. Je suis devenu exactement ce que je méprisais, quelqu'un qui valorisait l'argent plus que tout le reste. Il n'est pas trop tard pour changer cette histoire, dit Richard. Nicolas ne sait pas encore qui vous êtes. Émilie l'a protégé, lui a donné une chance de se former sa propre opinion. Mais il pose des questions maintenant. Sur son père, sur son héritage. Alexandre se retourna vers la table, prenant une autre photo de son fils. « Il ressemble tellement à mon père », dit-il doucement. « J'ai une photo de quand mon père était jeune, avant que tout ne s'effondre. Il y a autre chose que vous devriez savoir, » ajouta Richard, son ton prudent. « Nicolas a hérité de votre sens des affaires, mais il l'a combiné avec le cœur d'Émilie. Il développe déjà des idées pour des pratiques commerciales durables, parlant de comment les entreprises peuvent être à la fois rentables et socialement responsables. Ça vous rappelle quelque chose? » L'ironie n'échappa pas à Alexandre. Son fils avait en quelque sorte trouvé l'équilibre qui lui avait échappé pendant si longtemps. « Que dois-je faire » demanda-t-il, et pour la première fois depuis des années, il ne calculait pas, ne manipulait pas. Il était simplement un homme faisant face aux conséquences de ses choix. « Vous commencez par écouter » répondit Richard, se levant pour partir. « Demain après-midi, Émilie donne une présentation à la Fondation sur notre programme d'entrepreneuriat pour les jeunes. Nicolas sera là. Il est l'un de nos orateurs étudiants. Venez, écoutez, apprenez qui est votre fils avant de décider. Quel rôle vous voulez jouer dans sa vie ?» Richard plaça un billet sur la table à côté des photos. Et Alexandre, quoi que vous décidiez, rappelez-vous ceci. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre que nous nous sommes trompés et d'essayer de construire quelque chose de meilleur à partir des ruines. Alors que Richard partait, Alexandre resta dans la salle à manger privée, entouré d'aperçus de la vie qu'il aurait pu avoir, et peut-être, s'il en était digne, pourrait encore faire partie. Dehors, la ville continuait son rythme implacable, mais à l'intérieur, le temps semblait s'arrêter alors qu'un homme faisait face à la vérité sur lui-même et contemplait le prix de la rédemption. Émilie se tenait dans la salle de conférence de la Fondation, regardant Nicolas répéter sa présentation. Son fils bougeait avec une grâce confiante dans son nouveau costume, son enthousiasme évident alors qu'il expliquait ses idées pour combiner profit et objectif dans les affaires. Et c'est pourquoi les pratiques durables ne sont pas seulement bonnes pour l'environnement, disait Nicolas.
faisant défiler ses diapositives. Elles sont bonnes pour les résultats. Les entreprises qui pensent à long terme surpassent celles focalisées sur les gains à court terme de 47%, en moyenne sur 5 ans. Des statistiques impressionnantes, sourit Émilie, son cœur gonflé de fierté. Mais n'oublie pas de respirer entre les points. Tu ne veux pas te précipiter. Nicolas acquiesça, passant une main dans ses cheveux noirs, un geste tellement évocateur de son père qu'Émilie sentit son souffle se couper. « Maman, je peux te poser une question ?» Le cœur d'Émilie s'accéléra. Elle s'attendait à cette conversation, surtout après le gala. « Bien sûr, mon chéri. »« Alexandre Montagne est-il mon père ?» Le caractère direct de la question, si semblable à sa propre façon d'aborder les problèmes, fit sourire Émilie malgré sa nervosité. « Qu'est-ce qui te fait demander ça ?»« J'ai fait des recherches, » admit Nicolas, s'asseyant à la table de conférence. « Après avoir vu sa photo dans les nouvelles économiques, nous nous ressemblons. De plus, le timing correspond et... » Il hésita. « Je t'ai entendu dire son nom dans ton sommeil une fois, quand nous vivions encore à Lyon. » Émilie s'assit à côté de son fils, prenant sa main. « Tu as toujours été trop intelligent pour ton propre bien, tu sais. » Elle prit une profonde inspiration. « Oui, Alexandre est ton père. J'ai découvert que j'étais enceinte juste avant notre divorce, mais à ce moment-là, il avait déjà choisi son empire plutôt que toi, » termina Nicolas. Son ton n'était pas en colère, juste factuel. « Je comprends, maman, tu me protégeais. »« Je nous protégeais tous les deux, » corrigea doucement Émilie. « Mais maintenant, les choses sont différentes. Nous sommes différents. » Nicolas resta silencieux un moment, assimilant l'information. « C'est pour ça qu'on a vraiment déménagé à Paris? À cause de lui ?»« Non. » Émilie serra sa main. « Nous avons déménagé ici parce que Richard m'a offert une opportunité incroyable d'aider les autres. Le fait que ton père soit ici, c'est juste la vie qui fait son œuvre. Est-ce qu'il sait pour moi ?» Avant qu'Émilie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Richard. « Il sait. Nous avons déjeuné ensemble. Il a vu les photos de Nicolas. Il veut venir à la présentation demain. » La main d'Émilie trembla légèrement alors qu'elle posait son téléphone. « Il le sait maintenant, » dit-elle à Nicolas, « et il veut venir à ta présentation demain. » Nicolas se leva, marchant vers la fenêtre. Pendant un moment, il avait l'air si adulte que le cœur d'Émilie se serra. « Que penses-tu que je devrais faire ? Ce n'est pas à propos de ce que je pense, » dit prudemment Émilie. « C'est ta décision. Mais quoi que tu choisisses, je veux que tu saches quelque chose. » Elle le rejoignit à la fenêtre. « Tu n'es pas défini par qui est ou n'est pas ton père. Tu es devenu un jeune homme extraordinaire grâce à qui tu es, pas à cause de ton ADN. » Nicolas se tourna vers sa mère, ses yeux, si semblables aux siens, remplis de détermination. « Je veux le rencontrer, pas parce que j'ai besoin d'une figure paternelle, ou parce que je veux quelque chose de lui, mais parce que je veux qu'il voie que tu t'en es très bien sorti sans lui, que nous nous en sommes très bien sortis. » Émilie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Quand es-tu devenue si sage ?»« J'ai eu une bonne enseignante, » sourit Nicolas, la serrant dans ses bras. Puis il se recula, une lueur malicieuse dans les yeux. « En plus, ça pourrait être intéressant de montrer au grand Alexandre Montagne comment son fils prévoit de révolutionner le monde des affaires qu'il pense avoir conquis. » Émilie rit, reconnaissant en son fils le mélange parfait de son idéalisme et de l'ambition d'Alexandre, mais tempéré par quelque chose d'entièrement propre à lui, une sagesse au-delà de ses années. « Monsieur Hautecoeur a dit que Moteur Céleste est en difficulté, » continua Nicolas plus sérieusement. « C'est de ça que parle vraiment ma présentation, n'est-ce pas? Montrer qu'il y a une meilleure façon de faire des affaires ?» Émilie acquiesça, impressionnée et un peu déconcertée par la perspicacité de son fils. Le programme d'entrepreneuriat, pour les jeunes de la Fondation, vise à former la prochaine génération de leaders d'entreprise qui comprennent que le succès ne doit pas se faire au détriment de l'éthique. « Alors je veux qu'il soit là demain, » décida Nicolas. « Pas seulement en tant que mon qu'Alexandre, mais en tant que quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. » Il se retourna vers ses diapositives de présentation. « Je vais peut-être devoir faire quelques ajustements cependant, rendre certains points un peu plus clairs. » Émilie regarda son fils se replonger dans son travail, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il affinait son message. Demain allait tout changer, encore une fois. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Cette fois, elle avait construit sa force sur une fondation de but plutôt que de douleur.
et elle avait élevé un fils qui comprenait que le vrai pouvoir venait de l'utilisation de ses talents pour élever les autres, pas pour les rabaisser. À l'extérieur des fenêtres de la salle de conférence, les lumières de la ville commençaient à scintiller alors que le crépuscule approchait. Quelque part là-bas, Alexandre Montagne regardait probablement des photos du fils qu'il n'avait jamais connu, se demandant s'il y avait une seconde chance et une rédemption possible. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Pour l'instant, Émilie était contente de regarder Nicolas se préparer à montrer au monde et à son père à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de leadership d'entreprise. L'auditorium de la Fondation Haute-Cœur était plein à craquer. Émilie se tenait à l'arrière, regardant Nicolas ajuster une dernière fois sa cravate avant de monter sur scène. Richard avait organisé la retransmission en direct de la présentation dans les écoles de commerce à travers le pays. Pas de pression pour un adolescent de 15 ans, sur le point de présenter sa vision de l'avenir des affaires. Alexandre était assis au premier rang, semblant quelque peu perdu sans son air d'autorité habituel. Victoire était remarquablement absente. Les nouvelles économiques du matin avaient rapporté l'histoire de son dépôt de divorce, citant des différences irréconciliables. Les photos accompagnant l'article la montraient quittant leur penthouse avec plusieurs valises de créateurs. « Bonjour à tous !» La voix claire de Nicolas résonna dans l'auditorium. « Je m'appelle Nicolas Moreau et je suis ici pour vous parler de la raison pour laquelle l'avenir des affaires n'a pas à être un choix entre le profit et le but. » Émilie observait attentivement la réaction d'Alexandre. Il restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur le jeune homme qui était si évidemment son fils. La présence de Nicolas sur scène était magnétique. Il avait la confiance d'Alexandre, mais aucune de son arrogance. La compassion d'Émilie, mais aucune de son ancienne naïveté. Le modèle traditionnel de réussite commerciale est brisé, poursuivit Nicolas, faisant défiler ses diapositives soigneusement préparées. Nous l'avons vu récemment avec des entreprises comme Moteur Céleste, où la poursuite du profit à tout prix a conduit à des pratiques insoutenables et à un effondrement potentiel. Un murmure parcourut l'audience. Les épaules d'Alexandre se tendirent, mais il ne détourna pas le regard. Mais et s'il y avait une autre voie? L'enthousiasme de Nicolas était contagieux alors qu'il exposait sa vision. Imaginez une concession automobile qui ne se contente pas de vendre des véhicules de luxe, mais qui est pionnière d'un nouveau modèle de vente automobile. Un modèle qui combine les ventes haut de gamme avec l'investissement communautaire, la responsabilité environnementale et l'impact social. Émilie remarqua Richard hocher la tête avec appréciation, tandis que Nicolas présentait des études, de cas et des projections financières. Les chiffres étaient solides. Ils devaient l'être étant donné le nombre de leaders de l'industrie présents. Mais c'était l'humanité derrière les chiffres qui rendait la présentation de Nicolas spéciale. Chaque crise d'entreprise est aussi une opportunité de transformation, expliqua Nicolas, sa voix gagnant en force. Quand une entreprise fait face à l'échec, elle a deux choix, s'accrocher aux anciennes méthodes et couler, ou embrasser le changement et évoluer. Les transformations les plus réussies se produisent lorsque les dirigeants ont le courage d'admettre leurs erreurs et la vision de construire quelque chose de meilleur. La main d'Alexandre se porta à sa poitrine, où Émilie savait qu'il gardait la vieille photo de son père. Certaines blessures, semblait-il, se répercutaient à travers les générations. J'ai développé une proposition détaillée sur la façon dont une concession automobile de luxe pourrait se restructurer autour de ces principes, poursuivit Nicolas affichant une nouvelle diapositive. En mettant en œuvre des pratiques commerciales éthiques, en investissant dans le développement des employés et en créant des partenariats communautaires, nous pouvons construire un modèle d'entreprise qui génère à la fois des profits et un impact social positif. L'heure suivante passa comme un éclair, alors que Nicolas répondait aux questions de l'audience. Ses réponses étaient réfléchies et articulées, montrant une profondeur de compréhension qui démentait son âge. Il gérait les défis à ses idées avec grâce, reconnaissant les préoccupations valables, tout en défendant ses principes fondamentaux. « Une dernière question », annonça Richard se levant. « Monsieur Montagne, en tant que personne ayant une vaste expérience dans l'industrie automobile de luxe, que pensez-vous de la proposition de Nicolas ?» La salle devint silencieuse. Alexandre se leva lentement, se tournant pour faire face à son fils. Pendant un moment, il avait l'air jeune à nouveau, comme l'étudiant idéaliste dont Émilie était tombée amoureuse il y a toutes ces années. « Votre proposition », commença Alexandre, sa voix rauque d'émotion, «
représente tout ce que j'ai perdu de vue dans ma quête de succès. Les chiffres sont solides, la stratégie est saine, mais plus important encore, elle offre quelque chose que j'avais oublié être possible, une chance de bien faire en faisant le bien. Nicolas soutint le regard de son père avec constance. Parfois, nous avons besoin de regarder les vieux problèmes avec de nouveaux yeux. Parfois, acquiesça Alexandre, nous avons besoin de la sagesse de la prochaine génération pour nous montrer où nous nous sommes trompés. Il se tourna pour s'adresser à l'audience. À partir de ce matin, j'ai démissionné de mon poste de PDG de Moteur Céleste. J'annonce maintenant que je vais travailler avec la Fondation Haute-Cœur pour mettre en œuvre un plan de restructuration basé sur les principes que Nicolas a exposés ici aujourd'hui. Les appareils photo flashèrent, alors que les journalistes capturèrent le moment. Émilie sentit la présence de Richard à côté d'elle. « Saviez-vous qu'il allait faire ça ?» chuchota-t-elle. « Non », sourit Richard, « mais j'avais le sentiment que la présentation de Nicolas pourrait déclencher quelque chose. La question est, que se passe-t-il ensuite ?» Émilie regarda Alexandre s'approcher de la scène où Nicolas rassemblait ses documents. Père et fils se tinrent maladroitement pendant un moment avant que Nicolas ne tende la main. C'était un petit geste professionnel plutôt que personnel, mais il portait le poids de la possibilité. L'audience commença à sortir, bourdonnant d'excitation à propos de l'annonce inattendue. Mais Émilie resta à l'arrière de l'auditorium, regardant son passé et son présent entrer en collision, créant les premiers contours timides d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le jardin sur le toit de la fondation offrait une retraite tranquille, loin du chaos en bas. Émilie était assise sur un banc, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de la ville dans des teintes d'or et de rose. La porte s'ouvrit derrière elle et elle sut sans se retourner que c'était Alexandre. « Il est remarquable, » dit doucement Alexandre, restant debout. « Tu as fait un travail incroyable avec lui. » « J'ai eu de l'aide, » répondit Émilie, pensant aux enseignants, mentors et amis qui les avaient soutenus au fil des années. Le succès de Nicolas est le sien. J'ai juste fait en sorte qu'il ait l'opportunité de trouver sa voie. Alexandre s'approcha de la balustrade, regardant la ville qu'il avait autrefois été si désespéré de conquérir. Victoire est partie. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle a vu l'écriture sur le mur bien avant moi. J'ai entendu, dit Émilie d'un ton neutre. Les journaux semblent très intéressés par le timing. Tout s'effondre, admit Alexandre, passant une main dans ses cheveux, le geste si semblable à celui de Nicolas qu'il fit tressaillir le cœur d'Émilie. Mais en regardant notre fils aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas peur de l'effondrement. Peut-être que quelque chose de meilleur peut s'élever des ruines. Notre fils, Émilie leva un sourcil. Tu le connais depuis moins de 48 heures. Alexandre se tourna pour lui faire face. Je sais que je n'ai aucun droit de le revendiquer, aucun droit de demander une place dans sa vie. Mais Émilie, merci, merci de l'avoir élevé pour qu'il soit tout ce que j'aurais dû être. Il veut te connaître, dit prudemment Émilie. Pas en tant que le grand Alexandre Montagne, mais en tant que personne. Il est curieux de savoir d'où il vient, de l'autre moitié de son histoire. Et toi? Serais-tu d'accord avec ça? Émilie se leva, allant le rejoindre à la balustrade. J'ai cessé d'être en colère contre toi il y a longtemps, Alexandre. La colère prend trop d'énergie, et j'avais besoin de toute ma force pour des choses plus importantes. Nicolas mérite la chance de prendre ses propres décisions à ton sujet. En dessous d'eux, la rue se remplissait de la circulation du soir. À travers la porte du toit, on entendait le bruit étouffé des conversations alors que les gens discutaient des événements de la journée. La présentation de Nicolas avait déclenché quelque chose. Une conversation sur l'éthique des affaires qui se répandait déjà sur les réseaux sociaux. « Richard m'a montré le plan de restructuration, » dit Alexandre. « C'est solide, ambitieux, mais solide. Avec le soutien de la Fondation et la vision de Nicolas, il fit une pause. Ce ne sera pas facile. Il y aura des enquêtes, peut-être des accusations pour les irrégularités financières. Mais tu es prêt à y faire face maintenant ? » « Je suis fatigué de fuir, » admit Alexandre, fatigué de prétendre. En regardant Nicolas aujourd'hui, en voyant l'homme qu'il devient, ça m'a donné envie d'être meilleur, d'être digne de le connaître. Émilie étudia le profil de son ex-mari. Les années avaient ajouté de l'argent à ses cheveux et des rides autour de ses yeux, mais en dessous, elle pouvait encore voir des traces du jeune homme qui avait autrefois rêvé de
changer le monde. Commence doucement, conseilla-t-elle. Nicolas a suggéré des déjeuners hebdomadaires, juste pour parler, apprendre à se connaître. Pas de pression, pas de grands gestes. Peux-tu faire ça? Alexandre acquiesça, le soulagement évident dans son expression. Un déjeuner serait... Oui, ce serait parfait. Et Alexandre? La voix d'Émilie prit un ton d'avertissement. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Il a 15 ans, assez âgé pour comprendre les complexités des adultes, mais assez jeune pour être profondément blessé par la déception. Je comprends, dit-il doucement. Je ne le décevrai pas comme je t'ai déçu. La porte s'ouvrit à nouveau et Nicolas sortit sur le toit. Il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, ressemblant plus à l'adolescent qu'il était qu'au présentateur posé d'il y a quelques heures. « Maman, Monsieur Hautecoeur veut savoir si nous sommes toujours partants pour le dîner pour célébrer. » Il jeta un coup d'œil entre ses parents. « Je pourrais demander si vous voulez vous joindre à nous, Alexandre. » Émilie observa le père et le fils naviguer dans ce nouveau territoire, tous deux essayant de trouver le bon équilibre entre formalité et familiarité. « Merci Nicolas, mais j'ai des choses à régler au bureau, » répondit Alexandre. « Mais peut-être déjeuner la semaine prochaine ?» Nicolas hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Mardi, il y a une super pizzeria près de mon école. La pizza semble parfaite, » acquiesça Alexandre. Il se tourna vers Émilie. « Merci pour tout. » Alors qu'Alexandre partait, Nicolas vint se tenir entre les anciens emplacements de ses parents à la balustrade. C'était bizarre, non? Bizarre dans le bon sens, je pense, mais définitivement bizarre. Émilie rit, passant un bras autour des épaules de son fils. « La vie suit rarement les chemins que nous attendons, mon chéri. Parfois, les détours nous mènent exactement là où nous devons être. » Nicolas se blottit dans son étreinte. « Et il semble différent de ce que j'imaginais. Moins intimidant, suggéra Émilie. Le pouvoir n'est pas toujours ce qu'il paraît être, Nicolas. La vraie force ressemble souvent plus à ta présentation d'aujourd'hui, le courage de se lever et de dire qu'il y a une meilleure façon. » Ensemble, ils regardèrent les derniers rayons du soleil s'estomper dans le ciel. En dessous d'eux, la ville commençait à s'illuminer, des milliers de fenêtres brillant dans le crépuscule naissant. Quelque part là-bas, Alexandre Montagne commençait le long processus de démantèlement de son ancienne vie pour construire quelque chose de nouveau. Et ici, sur un jardin de toit, une mère et son fils se tenaient sur le pont entre le passé et l'avenir, prêts pour tout ce qui allait suivre. 6 mois passèrent, marqués par de petites victoires et des pas prudents en avant. La restructuration de Moteurs Célestes par la Fondation Hautecoeur était devenue une étude de cas en transformation d'entreprise, avec des écoles de commerce, à travers le pays analysant le changement audacieux d'une vente de luxe purement axée sur le profit à un modèle d'entreprise durable et orienté vers la communauté. Émilie se tenait dans ce qui avait été autrefois le bureau exécutif d'Alexandre, maintenant transformé en espace de travail collaboratif. Le mur de récompenses et de souvenirs automobiles avait été remplacé par des graphiques suivant les indicateurs d'impact communautaire et les programmes de développement des employés. Par la fenêtre, elle pouvait voir les panneaux solaires nouvellement installés qui alimentèrent les opérations de la concession. « Les derniers rapports d'impact sont arrivés », annonça Richard, entrant dans la pièce avec une tablette. Le programme de rétention des employés a dépassé toutes les attentes. Il s'avère que les gens veulent vraiment travailler pour une entreprise avec une conscience. Émilie sourit, parcourant les chiffres. Et le programme d'apprentissage? Communautaire. 20 diplômés jusqu'à présent, tous placés dans de bons emplois. L'idée de Nicolas de s'associer avec les écoles techniques locales était brillante. Richard fit une pause, observant attentivement son expression. En sentissant parlant de Nicolas, comment se passent les déjeuners du mardi? Mieux que je ne l'espérais, admit Émilie. Alexandre est différent avec lui. Plus présent, plus authentique. Ils travaillent ensemble sur la nouvelle initiative d'entrepreneuriat pour les jeunes. Le son de rire attira leur attention vers le couloir, où Nicolas et Alexandre revenaient de leur réunion hebdomadaire. Nicolas expliquait quelque chose avec animation, ses mains gesticulant avec enthousiasme, tandis qu'Alexandre écoutait avec un intérêt sincère. Tous deux portèrent des vêtements décontractés, un changement marqué par rapport à l'insistance d'Alexandre sur les costumes parfaits. « Maman !» appela Nicolas, l'apercevant à travers les parois vitrées. «
Tu dois entendre cette idée. Nous pensions à étendre le programme d'apprentissage pour inclure une formation en gestion d'entreprise. Une sorte de pont entre les compétences techniques et l'entrepreneuriat. Émilie regarda son fils et son père entrer dans l'espace de travail, étalant des documents sur la table collaborative. Les 6 derniers mois avaient adouci quelque chose chez Alexandre. Le besoin désespéré de faire ses preuves avait été remplacé par une détermination plus calme à réparer les choses. L'enquête de la SEC se termine, dit doucement Alexandre à Émilie pendant que Nicolas montrait ses plans à Richard. J'ai accepté toutes leurs conditions. Il y aura des amendes, quelques restrictions sur mon futur rôle dans les entreprises publiques, mais pas d'accusation. Émilie acquiesça, comprenant ce qu'il ne disait pas. Sa coopération avec l'enquête, combinée à l'impact positif du plan de restructuration, avait aidé à atténuer les conséquences de ses actions passées. « Et comment vas-tu avec tout ça ?» Alexandre regarda autour de l'espace de travail transformé, ses yeux s'attardant sur Nicolas. « Pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas d'être la personne la plus puissante dans la pièce. C'est libérateur. »« Alexandre, » appela Nicolas, « peux-tu expliquer comment cela fonctionnerait avec les modules de formation existants ?» Alors qu'Alexandre rejoignait leur fils à la table, Émilie sentit la présence de Richard à côté d'elle. « Vous savez, dit-il doucement, quand je vous ai trouvé dans cette rue, je pensais que ce serait une histoire de justice, de remettre les choses en ordre. Mais c'est devenu quelque chose de plus, n'est-ce pas ?» Émilie regardait le père et le fils penchés ensemble sur les documents, leur profil assorti, mis en évidence par le soleil de l'après-midi. « C'est devenu une histoire de transformation, » répondit-elle, « de comment le changement est possible quand nous sommes assez courageux pour imaginer quelque chose de meilleur. » La porte s'ouvrit à nouveau et un groupe de participants au programme communautaire entra pour leur réunion programmée. Émilie reconnut plusieurs visages, d'anciens clients de voitures de luxe qui avaient embrassé le nouveau modèle d'entreprise, des employés qui avaient accédé à des postes de direction dans l'entreprise restructurée, de jeunes apprentis désireux d'apprendre. Nicolas se leva pour les accueillir, ses capacités naturelles de leadership transparaissant alors qu'il présentait son père au groupe. Alexandre, autrefois si concentré sur la projection du pouvoir, écoutait maintenant plus qu'il ne parlait, apprenant des personnes mêmes qu'il aurait autrefois rejetées. « Nous pensons à étendre le travail de la Fondation », mentionna Richard, avec désinvolture. « Appliquer ce modèle à d'autres industries. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre perspicacité comme directrice de programme. » Émilie leva un sourcil. « Êtes-vous en train de m'offrir une promotion ? Plus comme reconnaître le rôle que vous avez déjà assumé. Vous êtes devenue une sorte d'experte en transformation d'entreprise, à la fois sur les aspects commerciaux et humains. » À travers les parois vitrées, ils pouvaient voir plus de personnes arriver pour la réunion. L'espace de travail qui avait autrefois été un symbole de pouvoir isolé était maintenant un centre de communauté et de collaboration. Émilie pensa à quel point ils étaient tous venus loin depuis ce jour pluvieux où elle avait aidé un étranger dans la rue. « La vie a une drôle de façon de boucler la boucle, médita-t-elle. Il y a toutes ces années, Alexandre m'a quitté parce qu'il pensait que je ne comprenais pas l'ambition. Maintenant, nous voilà, reconstruisant son entreprise autour des principes mêmes qu'il avait autrefois rejetés. » Richard sourit. « Parfois, les voyages les plus longs nous ramènent à la maison, juste en tant que personnes différentes de celles que nous étions au départ. » La réunion commençait et Nicolas faisait signe à Émilie de les rejoindre. Alors qu'elle se dirigeait vers la table, elle croisa le regard d'Alexandre. Il y avait de la compréhension dans ce regard, une reconnaissance de leur passé partagé et de l'avenir inattendu qu'ils construisaient tous ensemble.